Je cède maintenant la parole au ministre de la Santé, des Services sociaux et responsable des aînés. Vous avez un temps de parole de 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne de sa question qui me permet, une fois de plus, de pouvoir informer la Chambre sur les priorités du ministère de la Santé et des Services sociaux. On parle aujourd'hui des soins à domicile. Comme vous le savez, la population du Québec vieillit. Certains parlent d'un tsunami. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment un tsunami parce qu'un tsunami, c'est imprévisible, alors que le vieillissement de la population, c'est plutôt un iceberg. On le voit. Moi, ça fait 30 ans que je le vois. Il se rapproche. Et au cours des dernières années, on avait un commandant qui avait les deux mains sur le gouvernail, mais qui ne changeait pas de cap, pendant que le gouvernement essayait de réaménager les chaises sur le pont. Et on sait ce qui est arrivé au Titanic lorsqu'il a frappé l'iceberg. Il faut absolument être capable de faire bouger ce bateau pour être en mesure de contourner cet iceberg. Et c'est ce que nous allons faire avec une priorité aux soins à domicile. Actuellement, le Québec ne consacre que 17 de son budget des soins de longue durée aux soins à domicile. Le Québec est le champion mondial, toute catégorie, dans le peu d'investissement en soins à domicile. Pour vous donner quelques exemples, les Pays-Bas consacrent 34 de leur budget des soins de longue durée à domicile, la France 43 et le Danemark 73 Selon l'OCDE, si le Québec se continue comme ça, et puisque c'est un iceberg, on sait qu'est-ce que ce sera en 2050, il faudra passer de 1,2 de notre produit intérieur brut qu'on consacre actuellement aux soins de longue durée à 3,3 du produit intérieur brut. Une augmentation considérable. Par contre, si nous faisons un virage réel vers la priorité aux soins à domicile, nous pouvons ramener ce pourcentage du produit intérieur brut à 2,4. Nous pourrions sauver 1 du produit intérieur brut, et ça veut dire plus de 3 milliards de dollars en dollars de 2011 que nos enfants et nos petits-enfants n'auront pas à dépenser pour notre propre vieillissement et notre perte d'autonomie. Alors, je pense qu'il est impératif que nous puissions prendre les mesures maintenant, de façon à ce qu'on puisse opérer ce virage qui va en même temps faire en sorte d'assainir nos finances publiques et de diminuer le fardeau économique sur les générations, mais aussi et surtout donner aux personnes âgées un réel choix de rester à domicile en dépit d'une perte d'autonomie. Nous allons le faire, bien sûr, en investissant davantage dans les soins à domicile, mais surtout en changeant la façon dont nous finançons les soins de longue durée, en créant une assurance autonomie qui va compléter notre réseau de solidarité sociale que nous nous sommes donné au Québec. On a déjà l'assurance emploi, l'assurance santé. On va maintenant pouvoir assurer le financement public des services nécessaires pour répondre à la perte d'autonomie des personnes âgées. C'est vraiment un risque supplémentaire que nous allons couvrir par la solidarité sociale, par la mutualisation de ce risque à l'ensemble des citoyens du Québec. Cette assurance autonomie va réellement permettre non seulement de donner des services, de donner un vrai choix à la personne, mais aussi de redonner aux personnes âgées un choix sur leur vie, c'est-à-dire de pouvoir choisir là où ils veulent habiter. Actuellement, dépendamment de la perte d'autonomie des personnes, on doit les déménager vers la ressource d'habitation qui convient à leurs besoins. Il faut avoir une approche différente. Il faut adapter les services là où la personne a choisi d'habiter. Et actuellement, on est face à une iniquité où les gens qui vivent en résidence privée doivent payer de leur poche pour recevoir les services, alors que d'autres citoyens peuvent avoir accès à des services de maintien à domicile, des centres de santé et de services sociaux. C'est une iniquité qu'une assurance autonomie permettra de corriger en donnant les services, en assurant le financement et la gestion de ces services par le public, bien qu'elles puissent être données par des organismes publics, des organismes privés sans but lucratif comme les entreprises d'économie sociale ou même des organismes privés lucratifs comme des résidences privées d'hébergement. Nous avons des atouts actuellement au Québec. Nous avons un outil d'évaluation qui nous permet de quantifier les besoins des personnes âgées en perte d'autonomie, un instrument que j'ai développé au cours de ma carrière. Et nous avons aussi conçu un instrument de gestion qui permet de regrouper les milliards de probabilités de perte d'autonomie en 14 profils ISO-SMAF qui permettent de quantifier le besoin et les ressources qui sont requises, de même que les coûts de cette perte d'autonomie ou des services qui vont répondre à cette perte d'autonomie. Nous avons des atouts qui vont nous permettre d'évaluer les personnes âgées en perte d'autonomie, de déterminer le niveau d'allocation, et avec cette allocation-là, la personne pourra recevoir des services d'un organisme public, d'une entreprise d'économie sociale ou encore
d'un organisme communautaire. Le financement de cette assurance autonomie se fera par le transfert des sommes qui sont déjà dévolues et par les ajouts que le ministre des Finances annoncera dans son budget la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre.